Bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui nous rejoignent déjà. Je pense que notre hôte est également déjà là. Bonsoir, Bethany, vous êtes là? Oui, bonsoir Josué, je suis là. Je crois que tu m'entends très bien. Oui, je te capte 5 sur 5, d'accord. OK, On commence bientôt là, le temps que les autres nous rejoignent. d'accord. Ok.
Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce webinaire organisé par Jovan Group, qui est une entreprise de prestation de services informatiques spécialisée en infrastructure, dans l'installation des infrastructures numériques, la sécurité électronique et également la formation en technologie de l'information. Notre vision est la transformation numérique des entreprises, la montée en compétences de spécialistes des technologies de l'information et de la communication. Et également, nous avons cette mission, cette vision de pouvoir inculquer la culture numérique dans notre communauté pour pouvoir facilement prendre en main les outils technologiques. Alors, ces programmes Talk Tech by Jovan Group est un programme initié, comme vous l'avez compris, par Jovan Group, pour communiquer, échanger, débattre et discuter sur des questions liées à la technologie de manière globale pour pouvoir pour promouvoir la culture numérique. Donc, chaque 2 semaines, nous invitons des experts professionnels et décideurs du secteur à répondre à des questions, sujets d'actualité et thématiques dans les domaines tech. Alors, nos talks se déroulent principalement en ligne sur Zoom ou Teams, retransmis sur nos pages réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube, et d'autres plateformes de streaming. Notre audience est constituée principalement des professionnels de l'informatique, donc les administrateurs, ingénieurs systèmes et réseaux, développeurs web, applications, communauté tech, les étudiants en sciences informatiques qui sont de futurs professionnels, mais aussi du grand public passionné ou intéressé à la technologie. Alors, avec ce nouveau talk, nous débattons sur le sujet de l'état de l'art du métier de technicien de support informatique. Nous avons là notre invité qui est M. Bethany Kindoa. Je vais lui donner l'occasion de se présenter parce que je sais, parce que c'est parmi nos modèles qui nous ont initiés dans ces métiers. Il est Professional Service Engineer at Fulcrum Group Dallas. Il est IT à Fulcrum à Dallas. Il est également assistant à l'ISIPA. Bien qu'étant aux États-Unis, il continue à donner cours à l'ISIPA et il a plusieurs certifications dans le domaine IT. Je m'en vais lui dire bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bethany. Bonsoir, Josué. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va, tout se passe très bien. Et heureux de te revoir dans ce cadre avec tous ceux En qui tout sont cas, connectés avec nous. merci beaucoup de nous faire l'honneur de pouvoir partager, échanger sur cette thématique qui est très importante pour nous parce que nous œuvrons dans l'infrastructure numérique. Il est important pour nous de savoir le secret de support informatique parce que nous le faisons tous les jours, comme bien beaucoup d'autres ingénieurs qui nous ont rejoints dans ces talks. Alors, je vais vous laisser la parole de pouvoir vous présenter vous-même à long et à large et également nous faire l'exposé du sujet de ce soir. Et il y aura ensuite les séries de questions et réponses. Et ensuite, on va conclure. Donc, vous avez la parole. OK, merci beaucoup. Et en même temps, bonsoir à ceux qui nous suivent sur place au Congo et bonjour à ceux qui sont connectés depuis les États-Unis comme moi ici, parce que chez nous, c'est encore le matin. Alors, avec Jovan Group, on s'était convenu nous entretenir en ce jour sur l'état de l'art du métier de technicien de support. Un métier très important qui attire plusieurs personnes, mais aussi que,
qui constitue la porte d'entrée en Haïti pour plusieurs, mais aussi de l'autre côté, un métier qui pose beaucoup de risques, beaucoup euh, de dangers, surtout par rapport aux futurs, en concernant ceux qui pratiquent cela. Alors, voilà pourquoi on va s'entretenir pendant quelques minutes sur ces métiers de technicien de support, mais aussi essayer de présenter quelles sont les perspectives à venir de ces métiers. Question pour ceux qui y sont déjà ou encore ceux qui cherchent à s'y lancer, de mieux savoir dans quoi ils sont ou dans quoi ils veulent se lancer afin de mieux évaluer les enjeux du futur. Alors, je crois que vous m'avez déjà présenté, vous avez donné mon nom, c'est l'essentiel. Ma fonction actuelle, je crois, c'est l'essentiel. Alors, dans ma présentation, je préfère écrire The IT Ninja parce que c'est le nom qu'on m'a donné ici en Amérique. Ici, on a l'habitude, quand tu travailles dans une entreprise IT, on regarde comment tu travailles et tous les collègues vont te donner un nom qui va te coller dans ta carrière. Et moi, on m'avait collé le nom de IT Ninja. Donc, voilà un peu. Alors, je préfère me présenter comme IT Ninja, c'est mieux que brandir les certificats et autres. Alors, l'état de l'art du métier de technicien de support. Si vous aurez des questions dans la suite, vous les notez. Juste à la fin, on va avoir un moment où on prendra les questions. Qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre ici pendant ces quelques minutes que nous passerons ensemble? Premièrement, nous essayons juste à comprendre c'est quoi les métiers des techniciens de support informatique, je précise, parce qu'il y a des techniciens de support d'autres domaines aussi. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon technicien de support informatique? Et cela de façon universelle, de telle enceinte que quel que soit l'endroit où tu pourras te retrouver dans le monde, que ton identité continue à te coller et que tu saches te défendre par rapport à ton métier. Et troisièmement, je cherche juste à présenter l'état de l'art de ces métiers. Question de voir et de comprendre, ça vient d'où, on est où et on va où. Parce que lorsque tu te retrouves dans un domaine et tu ne maîtrises pas d'où ça vient, les enjeux actuels et les perspectives à venir, tu es bien parti peut-être pour investir ton temps dans quelque chose qui est prêt à disparaître ou encore à changer de format et de forme. Donc, voilà un peu les objectifs que nous sommes en train de poursuivre jusqu'à la fin de ces webinaires dans quelques minutes. Alors, on aimerait comprendre c'est qui un technicien de support. Premièrement, j'aimerais, avec toute modestie, dire qu'il n'est pas très difficile de donner une définition à ces concepts ou à ces termes. Technicien de support. Pourquoi? Parce que le même mot ou le même terme est utilisé différemment selon les entreprises, différemment selon le pays aussi. Vous verrez, vous serez d'accord avec moi que le même terme qu'on appelle technicien de support pour certaines entreprises est appelé helpdesk ailleurs. Le même terme est appelé desktop support ailleurs. Le même terme est appelé application support ailleurs. Donc, ça fait que le terme, le concept varie et ça change énormément et ça change beaucoup. Ainsi, ce qui est important, c'est de vous identifier par rapport au profil. Lorsque vous avez les profils, vous avez la facilité de vous positionner en tant que technicien de support, quel que soit le pays, le continent ou encore l'entreprise qui ouvre cette position. Alors, en termes simples, le profil d'un technicien de support, c'est un ingénieur, je précise bien un ingénieur, qui travaille avec différents systèmes, logiciels et matériels en suivant les procédures standards dans le but de chercher, diagnostiquer, dépanner et résoudre les problèmes des utilisateurs
et cela de manière précise et rapide. Cette définition nous ressort déjà tous les profils d'un ingénieur, d'un technicien de support. Premièrement, il doit être un ingénieur. Quand je dis ingénieur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un sens de logique, qui a un sens de comprendre le comment et le pourquoi des choses. Deuxièmement, il travaille dans différents systèmes. Vous serez d'accord avec moi à la fin. Je vous montrerai que il y a plusieurs orientations à suivre en tant que technicien de support. C'est ainsi que ce quelqu'un qui est censé travailler avec différents systèmes, mais aussi différents logiciels et matériels, et par-dessus tout ce travail s'est fait en suivant des procédures standards. Et c'est là le grand problème. Vous serez d'accord avec moi et que sous d'autres cieux, le technicien de support, on ne regarde pas d'abord celui qui a plusieurs certifications ou celui qui est fort en configuration et autres. Ça vient vraiment après. La force d'un technicien de support repose sur le respect des procédures et des standards. Et à la minute où tu comprends ou maîtrises les procédures et les standards, c'est juste après que la force technique vient. Mais malheureusement, plusieurs s'investissent dans la technicité et ignorent la maîtrise des standards et des procédures. Et cela pose du coup problème. Personnellement, j'ai eu à travailler comme technicien de support pendant très longtemps dans beaucoup d'entreprises. Je l'ai été pendant à peu près 3 ans à la Commission électorale nationale indépendante au Congo. Je l'ai été pendant près d'1 année à Expedia ici aux États-Unis. Je l'ai été pendant 3 ans à Fulcrum Group ici aux États-Unis. C'est-à-dire, j'ai vu qu'on ne met pas en premier plan d'abord la connaissance et les aspects techniques. On met en premier temps la maîtrise des procédures, mais aussi la maîtrise des standards. Alors, quelles sont les responsabilités qui sont liées à cette position ou encore les responsabilités qui s'attachent à celui qui se considère être technicien de support? Premièrement, c'est quelqu'un qui joue le rôle d'interface entre la technique ou les ingénieurs et les utilisateurs. Pourquoi? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, l'informatique est consommée dans tous les domaines, toutes les branches. Et ceux qui utilisent les outils informatiques ne sont pas forcément techniciens. C'est à ce moment-là qu'ils ont besoin du technicien de support afin que ce dernier s'assure que le système est fonctionnel et le système ne pose aucun souci, aucune anomalie ou aucun problème en ce qui concerne le fonctionnement. C'est ainsi que le technicien de support, sa mission, c'est la prise en charge des problèmes des utilisateurs, mais alors jusqu'à leur résolution. Si je suis un hôpital, il y a des médecins, il y a des infirmiers qui ont besoin de l'outil informatique pour faire leurs tâches médicales. En cas de problème informatique, ils ne savent plus ou ils ne peuvent plus faire leurs tâches informatiques comme il le faut. Alors, ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui puisse les aider à fixer les problèmes pour qu'ils puissent continuer à faire leur travail. Et cette personne qui fixe les problèmes, c'est justement le technicien de support. Voilà pourquoi sa responsabilité est de s'assurer que le problème, il est pris en charge. Non pas seulement qu'il est pris en charge, il est suivi jusqu'à sa résolution. Parce que dans le cas contraire, si la prise en charge n'est pas faite comme il le faut, automatiquement, l'entreprise, quelle que soit sa vocation, ne sait plus fonctionner comme il le faut, simplement parce que le technicien de support n'a pas compris que son rôle principal ou encore la responsabilité de s'assurer que le système est fonctionnel lui incombe. Deuxièmement, c'est une personne qui recherche, qui diagnostique, qui dépanne et identifie les solutions pour résoudre les problèmes des utilisateurs. C'est-à-dire, en tant que technicien de support, vous avez la responsabilité d'être un bon chercheur, c'est-à-dire chercher des solutions aux problèmes.
outre la recherche des solutions aux problèmes, c'est quelqu'un qui doit être à mesure de faire le diagnostic, c'est-à-dire se poser une série de questions afin de comprendre quel est le problème, afin de comprendre quelle est la cause même du problème. Parce que, souvenez-vous, la définition, je précisais en disant un technicien de support, c'est d'abord un ingénieur. Et j'aime bien dire qu'on ne devient pas ingénieur parce que tu as fait les écoles d'ingénieur. Non, l'école ne fait pas de vous quelque chose. Vous l'êtes déjà et vous allez simplement à l'école pour authentifier cela. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Un ingénieur, ce n'est pas celui qui a fait les écoles d'ingénieurs. Non, un ingénieur, c'est quelqu'un qui est né ingénieur. Il fait les écoles juste pour authentifier ou encore apprendre un métier. Pourquoi? Parce que être ingénieur est associé à la personnalité d'une personne. Comme je disais, l'ingénieur, vous verrez que ce sont les gens de personnes qui se posent des questions comment, pourquoi, autour de toutes choses. Tout le monde pouvait voir des pommes tomber. Mais Newton pouvait se dire pourquoi ça ne monte pas, ça tombe. C'est ça la réflexion d'un ingénieur. Et dans beaucoup de pays et dans beaucoup de grandes entreprises, lorsqu'on fait le processus de recrutement dans un poste, à part les postes, le test technique, le test managérial, tout ce que vous voulez, on vous fait passer à un test de personnalité pour se rassurer que vous êtes réellement ce qu'ils cherchent. S'ils veulent engager un ingénieur, on va vous soumettre à des questions bien concis par des psychologues comme des tests DISC qui, en fin de compte, vont faire sortir un profil pour dire que ça, c'est un ingénieur ou ça, ce n'est pas un ingénieur. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui a cette capacité et ce sens de diagnostic, de dépanner et d'identifier afin de résoudre les problèmes des utilisateurs. Parce que quelqu'un qui ne sait pas diagnostiquer, quelqu'un qui ne sait pas dépanner, ne sera pas à mesure, n'est-ce pas, de résoudre les problèmes des utilisateurs. Je donne un exemple pour comprendre ce que je suis en train de dire à ce niveau-là. Écoutez, vous avez une voiture, vous vous réveillez le matin, vous avez conduit le soir, la voiture, vous l'avez parquée. Le matin, vous vous réveillez, vous démarrez, elle ne démarre pas. On va dire que, voilà, il y a une panne. Il y a une panne parce que la voiture ne démarre pas. Dire ou constater la panne n'est pas résoudre les problèmes. Pour résoudre les problèmes, il faut savoir la panne, c'est à quel niveau. Non pas seulement que c'est à quel niveau, c'est quoi la cause de la panne. C'est ainsi que celui qui diagnostique peut se dire, eh bien voilà, les problèmes, ça peut être l'alternateur, les problèmes, ça peut être le démarreur, le problème, ça peut être je ne sais moi quoi, et ainsi de suite. Là c'est le diagnostic qui commence. Et c'est ce que l'ingénieur fait. Je vais mieux l'expliquer quand je parlerai des procédures de troubleshooting. Mais troisièmement, les techniciens de support, ils respectent les procédures standards pour escalader de façon appropriée les problèmes non résolus aux techniciens de niveau supérieur. Écoutez, un technicien de support, normalement, il est l'entre-level. Il n'est pas le niveau le plus élevé en termes de résolution des problèmes. Et il ne peut pas l'être parce que ce n'est pas lui qui déploie les technologies ou encore qui déploie les solutions. Dans la structure ou dans la hiérarchie de l'entreprise, vous allez voir qu'il y a des ingénieurs de niveau 1 qu'on appelle en bon terme help desk. Lui, sa tâche ne peut se limiter qu'à ouvrir les tickets ou les pannes des utilisateurs. C'est tout ce qu'il fait. Et l'assigner à un technicien de support de niveau 2 qui va chercher à résoudre les problèmes. Et si ce dernier n'arrive pas à les faire, il va les remonter à un technicien de niveau 3 qu'on appelle parfois escalation engineer. Et ce dernier, s'il n'arrive pas à les faire, il va aller vers les professional service engineers, les ingénieurs professionnels qui déploient les technologies. Donc, ça fait que le technicien de support, il est censé respecter la procédure pour remonter les problèmes en cas de panne. Quatrièmement,
La responsabilité est de mettre à jour de façon rapide et précise les utilisateurs concernant leur panne. Là, on voit la communication. Je travaillais au pays dans une entreprise en tant que technicien de support où on ne respectait aucune procédure standard. D'ailleurs, on n'en avait pas. De sorte que les utilisateurs n'avaient même pas une procédure pour ouvrir leurs requêtes. Il va voir un ingénieur au couloir, il lui dit, écoutez, j'ai tel problème. Je n'arrive pas à imprimer. L'utilisateur, ça dépend de sa bonne foi. L'ingénieur, s'il veut aider ou pas. Vous voyez? Or, dans un monde qui se respecte, ça ne se fait pas comme ça. Il faut qu'il y ait des mécanismes appropriés pour la prise en charge de l'utilisateur. Parce que s'il ne sait pas imprimer, or, il est assistant de direction, il a besoin d'imprimer pour que le travail avance, vous bloquez toute une machine juste parce que vous n'avez pas pris en charge le problème de l'utilisateur. C'est ainsi qu'un technicien de support a la responsabilité. Lorsque vous ouvrez on vous donne un cas, il sait aussi informer à celui qui a ouvert les problèmes par rapport à l'évolution du problème. Il va lui dire, OK, je suis en train de travailler sur ton problème ou si je n'arrive pas à le faire, je viens de remonter ton problème à un ingénieur de niveau supérieur. Voilà comment ça avance. À part ça, il doit s'assurer que toutes les pannes sont documentées. Pourquoi? Parce que, écoutez, il y a des pannes pour les résoudre. Si c'est la première fois que vous faites face à ces problèmes-là, ça peut vous coûter peut-être 4 heures, 5 heures en train de chercher la résolution, en train de chercher à comprendre comment fixer ces problèmes. Vous faites des recherches sur Google, vous regardez des vidéos YouTube, vous posez des questions aux gens, vous faites des tests. Ça vous prend beaucoup de temps. Un ingénieur, lorsqu'il résout un problème, il doit documenter telle panne, voici la procédure de résolution. De sorte qu'à la prochaine, si le même ingénieur ou un autre ingénieur tombe sur le même problème, il n'a plus à perdre le 4 heures que lui, il a perdu pour la résolution du problème. Parce que ne vous affecte pas. Si tu fais face à un problème aujourd'hui qui te fait perdre 4 heures pour la résolution, si tu ne l'as pas documenté et que le même problème revient après une année, tu risques encore de passer les 4 heures. Mais si tu l'avais documenté, tu vas passer moins de temps pour résoudre automatiquement les problèmes. C'est ainsi qu'il y a ce qu'on appelle la base de connaissances où, dans toute entreprise qui se respecte, les techniciens de support mettent ce problème, les résolutions des problèmes à l'intérieur. Et si tu travailles en freelance, en privé, ou même pas s'appuyer à la base de connaissances de l'entreprise, tu peux avoir des outils comme OneNote dans ton téléphone où tu documentes toutes le panne auquel tu as fait face, comment tu les configures, comment tu les déploies. Parce que si tu ne le fais pas, tu seras en train de répéter et de refaire la même chose et perdre le temps plus d'une fois. Mais aussi, sur quelqu'un qui respecte le Service Level Agreement, ce qu'on appelle le SLA, et la sévérité des pannes. Dans des standards des techniciens de support, il y a ce qu'on appelle sévérité des pannes. C'est-à-dire, il y a des pannes qui sont critiques, il y a des pannes qui sont médiums, il y a des pannes qui sont low en termes d'importance. Et chaque entreprise sait déterminer la sévérité des pannes. Par défaut, une panne critique, c'est par exemple une panne qui affecte une application principale d'un utilisateur. Si vous avez un utilisateur qui est dans la comptabilité et qu'il utilise par exemple QuickBooks, qui est une application de comptabilité, et qu'il n'arrive pas à s'y connecter, c'est une panne critique pour lui. Par rapport à juste un problème de ne pas être en mesure d'accéder à Facebook ou YouTube, à moins que ce soit un agent marketeur qui est en train de travailler sur Facebook ou YouTube. C'est ainsi qu'un technicien de support a la responsabilité de comprendre la sévérité des pannes, de comprendre quels sont les niveaux de sévérité de chaque panne. Mais aussi les SLC, on décrit, lorsqu'une panne est critique, on doit la résoudre au maximum dans 1 heure. Lorsqu'une panne est médium, on doit la résoudre au maximum dans 1 journée. Donc, tout cela doit être décrit et, en tant que technicien de support, respecter ces principes. Mais aussi, c'est quelqu'un qui doit avoir la capacité de former
les utilisateurs finaux. Je dis qu'ils jouent le rôle d'interface entre la technique et les users, donc les utilisateurs finaux. Ils doivent avoir cette capacité de les former. Parce que si tu ne sais pas les former, ils auront toujours des problèmes. Il a été détecté que la plus grande panne difficile à résoudre en tant qu'ingénieur, ça sera lorsque la panne se trouve entre la chaise et les claviers. Cette panne-là, elle est très difficile à résoudre lorsqu'elle est entre la chaise et les claviers. Et vous savez qui est entre la chaise et les claviers? C'est l'utilisateur. Donc, lorsque c'est l'utilisateur le problème, vous aurez un problème à résoudre. Parce que s'il n'arrive pas à comprendre même comment les applications ou la machine fonctionnent, c'est l'utilisateur qui est la panne et il va te faire souffrir en tant qu'ingénieur. Voilà pourquoi le technicien de support a la responsabilité de former et de mettre à jour les utilisateurs, mais aussi de leur parler des problèmes techniques ou des aspects techniques avec un langage qu'ils peuvent comprendre. Tu n'as pas besoin d'étaler ta connaissance ou encore d'intimider un utilisateur final. Ce n'est pas son problème. Tu dois lui expliquer son problème ou lui expliquer les aspects techniques avec des termes non techniques. Ça, c'est une grande responsabilité du technicien de support. Quelles sont les qualités? La qualité du technicien de support. Premièrement, comme je le disais, c'est quelqu'un qui respecte la procédure. Je sais que jusque-là, certains se disent, mais attendez, non, on nous parle des techniciens de support. On s'entendait qu'on nous parle des commandes Cisco, de configuration. Je vous dis et je vous le répète, ce n'est pas à ça qu'on s'attend de vous en tant que technicien de support dans un monde qui se respecte. Et à la fin, je vais bien vous expliquer les orientations et vous allez bien comprendre. Le respect de la procédure, c'est-à-dire ça doit être quelqu'un qui respecte la procédure. Parce que sans respect de la procédure, malgré tes capacités, tu ne seras pas un bon ingénieur. J'ai même vu plus d'une fois lorsque il nous faut appeler des vendeurs, des systèmes de téléphonie, parfois Microsoft et autres. Lorsque tu tombes sur un ingénieur, même s'il est efficace et qu'il ne respecte pas la procédure, il ne t'aide pas. Si vous bouquez un appointment à 13h juste, lui ne respecte pas l'heure. C'est un problème. Il ne respecte pas l'heure, il ne respecte pas les procédures. Il te dit que non, ton problème, je l'ai remonté à un ingénieur de niveau élevé. Il va te rappeler dans 2 jours, on ne te rappelle pas. Quelle que soit la compétence de cet ingénieur, s'il ne respecte pas la procédure, ça lui pose problème. Mais aussi, ceux qui m'entendent, qui sont peut-être des techniciens de support, ceux qui travaillent dans une entreprise où il n'y a pas de procédure, ça n'a aucun sens. Alors, ton rôle, c'est de mettre en place cette procédure standard qui va régir le fonctionnement du système informatique. Deuxièmement, les techniciens de support doivent être un bon communicateur. Je participais je fais près de 2 ans. Outre les aspects techniques, je travaillais comme recruteur des techniciens de support dans l'entreprise où j'évolue aujourd'hui. En tout cas, c'est avec cette expérience que je ressors ces qualités. On ne regardait pas d'abord les aspects techniques parce qu'on s'est dit que les aspects techniques, on peut rapidement et facilement les avoir. Je vais m'ouvrir une anecdote. Je évoluais comme technicien de support au Congo avant de venir aux États-Unis. J'évoluais dans une infrastructure où on n'avait pas de procédure, on ne documentait rien. Donc, nous, le travail se faisait sur base de la force. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une panne, tu es fort, tu fais des recherches, tu mets ton intelligence en place, tu résous les problèmes. Donc, on ne courait pas derrière la documentation. Et ça faisait que le plus intelligent était le plus performant parmi les ingénieurs. Je viens ici, je me retrouve un jour chez Checkpoint. Checkpoint, c'est une des grandes entreprises qui fait le parfait. Là-bas, toutes les pannes sont documentées. Je me souviens même lorsque j'ai fait l'interview et on faisait le 2 mois de formation, j'étais parmi les meilleurs dans la formation. Je vis des gens venir qui ne savaient même pas mettre l'adresse IP sur une machine. Mais
ils les ont engagés, on devait les former et ils vont travailler comme techniciens de support pour supporter le parfait checkpoint. Mais lorsqu'on a commencé à travailler, moi, avec ma philosophie et ma façon de faire, lorsque je reçois une panne sur le parfait, je ne pars pas rechercher dans la base des connaissances pour voir telle panne, comment on peut la résoudre. Tout ce que je faisais, je vais mettre en place mon intelligence pour chercher à résoudre les problèmes. Mais il se faisait que des gens qui sont arrivés, qui n'avaient pas toutes ces compétences-là techniques, lorsqu'ils se pointent, ils suivent seulement la procédure. La procédure dit, si tu reçois un problème et que dans 15 minutes, tu n'arrives pas à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, va dans la base des connaissances, cherche les problèmes. Si tu fais 25 minutes, la base des connaissances ne te dit rien, va consulter un ingénieur supérieur. Comme ça, au maximum 30 minutes, il va déjà te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. Et dans 45 minutes, tu vas résoudre le problème. Et si dans 45 minutes, tu n'arrives pas à résoudre le problème, tu remontes la panne à l'utilisateur qui t'a remonte la panne à l'ingénieur supérieur. La procédure était simple. Alors, ça fait que les gens qui n'avaient même pas de maîtrise, qui n'avaient pas de base, quand on s'est retrouvé sur le terrain avec eux, les premières 15 minutes, quand il ne comprend rien, il va dans la base des connaissances. Quand il ne comprend rien, il va vers l'ingénieur supérieur qui lui donne des orientations à suivre. Dans moins de 30 minutes, il ferme les tickets. Et moi, avec ma philosophie de travailler dur, lorsque j'ai la panne, je vais d'abord faire 45 minutes en train de me tuer moi-même à chercher la solution. Sans la trouver, c'est maintenant après 45 minutes que je vais aller vers la base des connaissances. Et je dépassais toujours les 1 heure. Et je me rends compte, mais attendez, comment ces gens avec qui on a commencé, qui étaient très faibles, arrivent à fermer beaucoup de tickets ou rapidement que moi? Et c'est là que j'ai compris que mon problème était que je ne respectais pas la procédure. OK? Et je disais un bon communicateur parce que tu dois interagir avec les utilisateurs, mais aussi, ça doit être quelqu'un qui sait travailler facilement en équipe. Parce que un problème dont tu fais face, il y a toujours quelqu'un quelque part qui l'a résolu avant toi, ou même dans l'entreprise où tu évolues, qui connaît la réponse. Alors, si tu ne sais pas travailler et vivre en équipe, tu auras du mal à être un bon ingénieur. Quatrièmement, ça doit être quelqu'un qui sait partager la connaissance. J'ai eu à travailler quand j'étais au pays avec des techniciens de support. Vous voyez un peu la mentalité parfois que certaines personnes ont. Ils se disent non, comme si je connais résoudre ces problèmes, d'abord je ne les documente pas, je ne partage pas aux autres, de sorte que lorsqu'il y a le même problème, je sois les seuls qu'on appelle pour qu'ils se fassent passer pour l'expert. Ça, c'est une erreur et c'est une ignorance. Et dans des mondes qui se respectent, cette mentalité-là, on ne te prend pas, on ne te recrute même pas. On ne te fait pas confiance parce que tu dois être quelqu'un qui sait partager la connaissance et son expérience. Cinquièmement, travailler intelligemment et non dur. C'est ce que je donne l'exemple ici. Je passais au début mon temps à travailler dur au lieu de travailler intelligemment. De comprendre que non, parce que la vérité est que ce que tu ne sais pas résoudre dans 30 minutes, même si on te laissé 2 heures, tu ne vas pas les résoudre. Et travailler intelligemment veut dire respecter la procédure. Savoir lorsque je suis limité, qui je peux rapidement contacter, lorsque je suis limité, qui je peux facilement faire intervenir et avancer. Mais être capable aussi d'éduquer les utilisateurs. Bon, ça c'est un terme qui passe facilement en anglais, educate end user. Je sais en français, si tu dis à quelqu'un que non, je dois éduquer l'utilisateur, ça passe un peu très mal. Alors, je ne vais pas se trouver quel bon terme faire correspondre en français. Éduquer l'utilisateur, c'est-à-dire, il y a beaucoup de pannes qui seront créées ou faites par les erreurs de l'utilisateur. Lorsque tu résous la panne, tout ce que tu dois faire dans la suite, c'est de dire à l'utilisateur, OK, tu vois prochainement, lorsque ceci arrive, ne fais pas ceci. Lorsque l'utilisateur clique sur un malware, sur un lien qui corrompt la machine, tu peux lui dire, OK, prochainement, lorsque tu vois ces genres de liens, ces genres de pièces jointes, ne clique pas, fais ceci. C'est ça, éduquer l'utilisateur final. Parce que à la fin de la journée, en cas de problème ou de panne, même si c'est une erreur de l'utilisateur, si toi, ingénieur, tu n'as pas eu la capacité ou les mécanismes de les éduquer, la faute retombe sur toi.
Je vis des utilisateurs blâmer l'ingénieur après que lui, il ait supprimé des fichiers. Il supprime les fichiers par erreur, il ouvre un ticket et il se fâche en disant que c'est critique. Ça retombe sur toi. Et là, j'aimerais vous dire que le métier des techniciens de support, je connais un vieux qui aimait dire, je travaille avec lui, il aimait dire c'est un métier ingrat. Vraiment, c'est un métier ingrat parce que tu as affaire aux utilisateurs et c'est toi qui es l'interface avec l'utilisateur. Tous les problèmes remonteront et retomberont toujours sur toi. Donc, c'est vraiment un métier, quand tu le fais, tu dois avoir un grand cœur pour supporter les caprices et les bêtises des utilisateurs. Ensuite, il doit avoir la capacité de maîtriser les valeurs de base de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose de très important. Je me souviens quand je suis arrivé en Amérique, je cherchais, lorsque j'ai commencé à chercher à intégrer le monde IT, je cherchais à comprendre au début, parce que vous savez, nous, généralement, Congolais, on est un peu généraliste. Tu touches au Linux, tu touches au réseau, tu touches à tout. Et quand je faisais des interviews techniques, en tout cas, j'épatais tous ceux qui m'interviewaient. Plus de 3 fois, j'ai vu des intervieweurs revenir, mais tu viens d'où? Du Congo? Et ils vont sur Google Maps chercher le Congo. En tout cas, on n'a jamais entendu parler de ces pays. Mais comment tu as cette connaissance? Je fais des interviews techniques. L'intervieweur te dit, tu m'as épaté. Je suis surpris. Mais quand tu viens faire l'interview managériale, après, on ne te prend pas. Je me posais trop de questions et je n'avais jamais compris pourquoi. Et c'était ce point 7 qui était mon problème. La maîtrise des valeurs de base de l'entreprise. Et en tant que technicien de support, tu dois être en mesure de t'adapter par rapport à ces réalités. Toutes les grandes entreprises ont ce qu'on appelle core value, c'est-à-dire les valeurs qui définissent le fonctionnement de l'entreprise. Et par rapport aux aspects techniques, toutes les grandes entreprises, Microsoft, Amazon, tout ce que vous connaissez là, ils ont toujours ce qu'on appelle le valeur de base qu'un ingénieur doit avoir. Je rêvais entrer chez Amazon. Je fais l'interview technique avec un ingénieur. Il a été épaté. Il m'a dit en tout cas, toi, tu me touches. Je suis excité de travailler avec toi. Je fais la deuxième interview technique avec 2 ingénieurs. Ils étaient épatés. Il me restait une dernière interview avec un manager. Dès que je le passe, on me prend. Je fais l'interview avec ce manager-là. C'était l'interview managériale. Il m'a pris une question. Il m'a posé une question. Juste une question. Je répondis. Et après 2 jours, on va me dire désolé, on ne pouvait pas te prendre. 1 mois après, j'applique là où je suis maintenant, ici, là où je travaille chez Fulcrum. Je fais l'interview technique, ils étaient épatés. Je fais l'interview managériale. On me pose une question un peu similaire à ce qu'on va poser à Amazon. Je réponds de la même manière. Ils me prennent. Et lorsque je parlais avec les managers qui m'ont engagé, je lui ai dit, non, j'avais aussi appliqué chez Amazon avant de venir ici. J'ai fait toutes les interviews, mais la dernière interview, on ne m'a pas pris à Amazon. Il me dit, Bethany, toi, on ne peut jamais te prendre à Amazon. Je lui dis, pourquoi? Il dit, c'est justement à cause de cela, moi, je t'ai pris là où nous sommes. Je dis pourquoi. Il m'a dit, non, moi, je travaille chez Amazon, je connais leur core value. Et c'est à ce moment-là qu'il va m'expliquer les core value et j'ai compris les principes. Et j'ai eu des amis après qui sont allés faire des tests chez Amazon. Je leur ai dit ce qu'ils devaient faire. On les a pris sans problème. Le problème, c'était quoi? Chez Amazon, on m'a posé une question. On m'a dit, OK, tu es ingénieur, on te donne un projet que tu dois livrer après 5 jours. Tu travailles dur. Le 5e jour, tu te rends compte que tu as réalisé le projet à 90%. Tu as encore besoin d'1 jour supplémentaire pour compléter le projet et qu'il soit parfait. Alors, qu'est-ce que tu vas dire au client? Tu vas lui dire de t'accorder 1 jour supplémentaire pour livrer le projet avec succès ou tu vas lui dire que non, voilà, le projet est complété à 90%, voici ton projet, tu le prends, on va compléter la suite. Moi, je suis le genre d'ingénieur perfectionniste, c'est-à-dire j'aime réfléchir, la logique, que tout, avant de commencer, je dois finir dans ma tête.
Après, pour livrer, je dois me rassurer que tout est complet. Je leur ai dit non. Je vais vous dire ouvertement au client que voilà ton projet, donne-moi un jour supplémentaire, il est à 90%. Un jour supplémentaire, je vais le compléter et il sera parfait, totalement parfait. Et ce manager va me dire, voilà pourquoi on ne t'a pas pris à Amazon. Parce que Amazon, dans ses valeurs d'entreprise, il cherche des ingénieurs qui risquent, qui prennent des risques. C'est-à-dire des ingénieurs, même s'il ne connaît pas qu'est-ce qu'il faut faire, il va risquer. Et voilà pourquoi vous voyez Amazon monter en grande puissance. Parce que là-bas, leur valeur, c'est ils ont besoin des gens, comme on dit à Lingala, Tia Mutu Bakata. Donc, qui risquent. Et il me dit, imagine-toi, il y avait un projet à faire, il y avait un switch, là, une technologie très compliquée. Tout le monde avait peur de toucher à ça pour un client. Et un ingénieur est allé, il a dit, moi, je vais essayer. Il a essayé, il a fait des mauvaises manipulations. Tous les systèmes du client étaient down. Ils ont perdu les clients. Et au lieu de chasser l'ingénieur, on lui appelle, on lui dit désormais, toi, tu es promis. On t'augmente le salaire, tu deviens ingénieur top level sur tous les autres. Pourquoi? Parce que tu es un homme qui a pu oser là où les autres n'ont pas osé. Et il va me dire que l'entreprise où je suis maintenant, on travaille sur des choses sensibles. On n'a pas besoin d'ingénieurs qui risquent. On a besoin des ingénieurs qui calculent, qui, avant de prendre les risques, ils prennent tout leur temps, ils réfléchissent. Voilà pourquoi j'étais pris. Donc, voilà la nuance. Alors, par rapport à cet aspect, un ingénieur, un technicien de support, tu dois savoir toi-même quel est ton type d'ingénieur. Quel type d'ingénieur tu es. C'est-à-dire, tu dois savoir est-ce que je suis tel ingénieur et autres. Et avant de faire, si tu vas aller dans une entreprise, avant de faire le test, rassure-toi de comprendre quelles sont les valeurs de base de l'entreprise. Si vous allez sur Google, vous allez sur des sites comme Glassdoor, vous allez trouver toutes ces informations-là par rapport à chaque entreprise. Huitièmement, il maîtrise la procédure standard de résolution des pannes. Mon temps avance, j'avance vite pour citer. La maîtrise de la procédure standard de résolution des pannes. Si tu ne maîtrises pas ça, tu n'es pas appelé à être un ingénieur. Je ne vais pas expliquer ça en détail, mais voici la procédure. Premièrement, c'est quelqu'un qui sait identifier les problèmes. Deuxièmement, il sait établir la théorie des causes probables. Troisièmement, il sait tester la théorie pour déterminer la cause. Quatrièmement, il sait établir le plan d'action pour résoudre les problèmes. Il sait vérifier le fonctionnement de tous les systèmes. Et enfin, il sait documenter les observations. Je l'explique par un exemple. Il y a 4 jours passés, j'étais en train d'aider un ingénieur qui est chez nous, là où je travaille. Il est nouveau. Il a eu un appel, on lui dit, chez un client, on lui dit que non, voilà, tout est down. On lui dit, on avait une panne d'électricité. Quand le courant est revenu, on n'arrive pas, on allume nos machines, il n'y a pas de connexion Internet. Il s'est débattu, il n'arrivait pas à se connecter au parfait à distance et rien. Alors, il a fait l'appel vidéo comme c'était à distance avec l'utilisateur pour que l'utilisateur filme le rack. Il va voir que le pare-feu n'était pas allumé. Alors, lui, il s'est dit directement que non, peut-être qu'avec la panne, le pare-feu a un problème, il y a un problème de le power supply, comment on l'appelle? L'adaptateur est abîmé. Alors, il était perdu, il ne savait plus quoi faire. Il était convaincu que l'adaptateur est abîmé. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne maîtrisait pas juste la procédure de dépannage. Quand il vient vers moi, je lui dis, OK, regarde un peu cette photo-là sur le rack, à part le parfait. Le switch est allumé? Oui, le switch est allumé. OK. Quel autre équipement n'est pas allumé? Il se rend compte que l'équipement de sauvegarde n'est pas allumé. Donc, je lui dis, si 2 équipements ne sont pas allumés, ça ne veut pas forcément dire que l'adaptateur du pare-feu est abîmé. Donc, il y a un problème là où les 2 équipements sont connectés. Demande à l'utilisateur de suivre les câbles. Il suit les câbles, il se rend compte que l'ondulaire n'est pas allumé. Il allume l'ondulaire, le pare-feu vient au LAN, il acclame, il est content, j'ai résolu les problèmes. Je lui ai dit, tu n'es pas un ingénieur, tu n'as pas résolu les problèmes. Pourquoi? Parce que il a fixé les problèmes, mais il n'a pas résolu les problèmes. Il y a une différence. Allumer l'ondulaire, ça ramène le pare-feu online et l'Internet passe. Mais celui qui comprend la procédure de dépannage, il va aller plus loin et il va se dire, mais
pourquoi l'onduleur, juste le courant a juste chuté quelques secondes, l'onduleur s'est complètement éteint. Donc, il y a un problème avec cet onduleur. Même si ça s'allume maintenant, si le courant chute encore, j'aurai le même problème. Qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, écoute, prends le numéro de série de l'onduleur, vérifie s'il est encore sur garantie, tu appelles les fabricants qu'ils puissent changer de power supply ou carrément remplacer l'onduleur. Vous voyez? Alors, plusieurs fois, beaucoup d'ingénieurs dépannent, mais ils ne fixent pas les problèmes. Ils ne résolvent pas les problèmes. Résoudre les problèmes, c'est chercher à savoir c'est quoi la source du problème. Si je reviens à l'exemple de la voiture pour que plusieurs comprennent, tu te rends compte que la voiture ne démarre plus. Tu viens, quelqu'un met batterie d'extension, le câble, ça charge, ça démarre. Oh, j'ai fixé les problèmes. Non, tu n'as pas fixé les problèmes. Il faut se poser la question pourquoi la batterie était déchargée. Et c'est là que tu vas finir par trouver peut-être que c'est l'onduleur et c'est quoi l'alternateur, peut-être que c'est un problème de batterie qui est l'acide est déjà abîmé, ainsi de suite. Donc, un ingénieur support est censé maîtriser cette procédure standard de dépannage. Alors, quels sont les outils qu'il utilise? Je vous ai juste mis quelques outils là, mais tu es censé avoir des outils pour la gestion des tickets. C'est comme ServiceNow que j'ai mis là et Autotask. C'est-à-dire, il y en a plusieurs. Il y a d'autres qui sont même gratuits que vous pouvez déployer avec GLPI et autres. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas retenir tous les tickets en tête et tout manipuler seul. Tu dois savoir quels sont les outils que je peux utiliser en entreprise ou en termes personnels si je travaille en freelance lorsqu'on ouvre un ticket pour que je puisse gérer tous ces tickets. Les tickets, c'est la panne que l'utilisateur a ouvert. Et il peut ouvrir par téléphone, il peut ouvrir par chat, il peut ouvrir par email. Ça dépend d'une entreprise à une autre. Deuxièmement, tu dois utiliser des outils pour documenter les pannes, documenter les informations comme IT Glue. IT Glue vous permet de faire la documentation, c'est-à-dire créer une base de connaissances des outils en entreprise. Troisièmement, tu dois avoir des outils qui te permettent de faire des connexions à distance sur les équipements. Parce que si tu gères un parc de 100 utilisateurs, toutes les pannes, tu n'es pas obligé à courir derrière la machine de l'utilisateur. Aujourd'hui, le monde, c'est en remote, à distance. Tout se fait à distance. J'ai même vu beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des ingénieurs support ici aux États-Unis, mais qui sont en train de travailler à distance depuis le Congo. Parce que c'est comme ça que le monde est devenu. Alors, tu as besoin des outils comme Screen Connect, Splatshot, Zendesk, et il y en a plusieurs autres. Mais il faut en avoir qui te permettent de faire les connexions à distance dans le système que tu veux manipuler et que tu veux dépanner. Alors, quel est l'avenir? C'est mon dernier slide et puis je vais vous présenter quelque chose. Premièrement, retenez que pour plusieurs entreprises, la position d'ingénieur technicien de support, c'est une position entry-level, c'est-à-dire débutant. On commence par là pour monter au niveau des systèmes ingénieurs, professionnels de service et autres. Ce n'est pas une position où tu en fais une carrière si tu vas dans les concepts d'entreprise. Tu n'en fais pas une carrière. Deuxièmement, si tu es dans les concepts d'entreprise, c'est un métier qui est risqué parce que rapidement, tu vas devenir obsolète. Je travaillais avec des ingénieurs support qui ont commencé l'informatique il y a très longtemps. Ils étaient puissants, ils étaient forts. Mais avec l'évolution de l'informatique, ils sont devenus des anciens succès. Oh, nous, on configurait tel serveur. Nous, on faisait ceci. Ils sont devenus des anciens succès. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su se mettre rapidement à jour et ils sont restés comme techniciens de support dans le cadre des entreprises. Alors, voici l'avenir. Et écoutez-moi bien, parce que si vous ne saisissez pas ces discours, je préfère que vous puissiez tout oublier que je dis à vous, mais saisir seulement ce que je dirai maintenant. Si vous êtes appelé ou vous êtes intéressé dans ces positions de technicien de support, mais aussi si vous avez des pensées et des capacités entrepreneuriales. Écoutez, je disais que le travail du technicien de support, c'est de travailler avec les utilisateurs. Avec l'avènement de l'informatique, il y a eu trop de complexité à être en entreprise.
trop d'imprimantes compliquées, trop de ceci, de cela. Moi, je me souviens quand j'ai commencé avec l'informatique, en 2003, on était en train d'installer Windows 95 à cette époque-là, je me souviens, avec une disquette de démarrage. Tu mets la disquette, tu formates avec la commande format sur le DOS, tu fais le smart drive.exe, tu fais le F-disk. C'était compliqué, tout le monde ne pouvait pas le faire. Mais aujourd'hui, installer un système d'exploitation, tu n'as pas besoin d'être informaticien pour le faire. Tout le monde le fait. D'abord, il y a accès à YouTube et Google. Beaucoup de choses qui étaient des pannes hier, aujourd'hui, les gens les font. Même configurer une imprimante à la maison. Les gens n'ont plus besoin d'ingénieur pour le faire. Ils achètent, ils connectent, ça passe dans le Wi-Fi. Un point, c'est tout. Tout devient facile. Alors, ça fait que, avec aussi les clouds, où beaucoup de technologies sont en train d'aller sur le cloud, beaucoup d'entreprises n'ont plus besoin de techniciens de support dans l'entreprise comme ça se faisait avant et comme ça se fait encore aujourd'hui dans certains pays, comme le Congo par exemple. Je sais que c'était très facile d'avoir un travail en tant qu'IT au Congo à l'époque, vers 2010, un peu avant ça. Toutes les entreprises avaient besoin d'IT. Peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais l'avenir, dans beaucoup de pays déjà développés, beaucoup de pays avancés, on n'en a plus besoin. Parce que les gens ont juste besoin de la connexion Internet. Un point, c'est tout. Les restes, ils vont se débrouiller. Alors, si ta vocation, c'est être ingénieur support, si tu ne comprends pas ces choses, automatiquement, tu deviens dépassé, tu deviens chômeur, tu deviens obsolète. C'est ainsi que dans beaucoup de pays, le technicien de support se sont basculés en technicien de support de ERP, c'est-à-dire des applications métiers d'entreprise. C'est-à-dire, il y a des applications comme, vous avez par exemple QuickBooks qui fait la comptabilité. Alors, quelqu'un s'est dit, non, moi, je maîtrise le déploiement et le support de cette application. Tu pars travailler chez QuickBooks, par exemple, ou encore tu deviens juste un technicien de support de QuickBooks. Quand les gens ont des pannes QuickBooks, ils viennent vers toi pour les faire. Et lorsque tu ne sais pas les résoudre, alors tu remontes les tickets ou le cas chez QuickBooks lui-même. Et c'est ce qui fait vivre beaucoup de techniciens de support aujourd'hui et ça paye très bien. Ils sont devenus des techniciens de support des applications. C'est dit, OK, moi, je me concentre sur Office Online, Exchange Online. Il maîtrise Office 365 et il devient celui qui les déploie. Non pas seulement qu'il les déploie, il fait aussi son support. C'est ça l'avenir des techniciens de support aujourd'hui. Ils ne sont plus techniciens de support en entreprise, ils sont devenus techniciens de support des applications métiers. Ils se forment sur une application précise qu'il sait déployer en entreprise et faire son support. Ou encore, il devient juste support de ces applications-là. Voilà pourquoi, en terminant, je nous conseille, si vous avez l'avenir ou la carrière des techniciens de support, où vous l'êtes déjà, si vous voulez continuer à rester à vivre dans ce métier, allez vers les solutions d'entreprise, maîtrisez-les et faites-en le support. Si vous vous limitez à ces supports de bas niveau, juste problème de câble, tu branches, problème de ceci, tu branches, ce sont des choses que même les non-informaticiens en entreprise, aujourd'hui, je vis en Amérique, majorité d'entreprises, il y a toujours quelqu'un qui est engagé, qui n'est pas informaticien, qui fait autre chose, mais qui touche à la technique. Et c'est lui, et qui réellement, ce sont des femmes qui les font. C'est lui qui touche à des choses lorsqu'il y a des petites pannes. Et du coup, les techniciens de support, comme on était dans les entreprises, problème d'imprimante, problème de ceci, cette façon de faire commence totalement à disparaître. Je vais vous donner un exemple en terminant. Je sais que les gens aiment voir pour mieux comprendre. Avant de prendre des questions, je vais partager par contre l'écran de mon PC. Je vais vous donner juste un exemple clair de qu'est-ce que vous pouvez faire, même pour ceux qui veulent entreprendre, pour mieux comprendre ce que je viens de dire. Alors, je stoppe cette présentation, je prends mon écran. OK, Josué, je suis presque à la fin. Est-ce que vous pouvez me confirmer si vous voyez mon écran? Josué? Oui, ou quelqu'un d'autre? oui, on voit. Oui. On voit votre écran. OK, merci beaucoup. Alors, en entreprise, il y a beaucoup de solutions, OK? Il y a la messagerie, il y a les applications métiers, il y a beaucoup.
J'ai fait un séminaire que vous pouvez trouver en ligne sur la fois passée, je parlais du métier d'administrateur système. OK? Là, j'avais présenté Office 365. Regardez comment les gens vivent aujourd'hui dans les pays développés, dans d'autres pays. Et même là où vous êtes au Congo, si vous comprenez ces choses en avance, vous pouvez vous lancer et vous aurez de l'avantage. Voici en quoi beaucoup de techniciens de support se sont transformés. J'ai pris l'exemple de la téléphonie, OK? Je sais que les gens font les 3CX, les gens font les trucs box et ainsi de suite. Une des solutions de téléphonie aujourd'hui sur IP, VoIP, très utilisée dans beaucoup de petites et moyennes entreprises, c'est ce qu'on appelle Dijum, qui a été racheté par Sangoma, dont l'entreprise s'appelle Sangoma. Qu'est-ce que Sangoma fait? C'est juste la voix sur IP, mais qui est simple à manipuler, vous donne beaucoup de flexibilité du côté utilisateur. Alors, beaucoup de techniciens, qu'est-ce qu'ils font? Ça, je l'ai configuré rapidement, juste pour vous présenter, comme ça, tout ce que j'ai dit aura un sens. Il a son environnement chez lui virtuel, et ça, c'est la machine virtuelle que j'ai créée. J'ai installé ici, OK, mon PBX, qui est mon serveur de téléphonie. Je l'ai installé là, sur une machine virtuelle. Alors, si je deviens provider et technicien de support de ces choses, je registre mon réseau, je configure ma virtualisation avec des redondances. Et chaque fois qu'il y a une entreprise qui veut souscrire au service de téléphonie, chez moi, je viens, je crée pour lui une machine virtuelle qui sera son système de téléphonie et je le publie afin qu'il puisse avoir accès à distance. Comment ça? Regardez. Je vais laissez-moi retourner sur ma machine. Je me connecte ici. Voici l'interface de gestion du système téléphonique que j'ai installé. Simple à utiliser. Ici, voilà comme je crée mes extensions. OK? Je peux créer une extension ici pour Josué. Je donne le numéro 007, 6e James Bond. Josué. OK. Josué 20. OK? Vous voyez qu'il est rapide, il est simple. J'assigne un mot de passe. Oh, j'ai mal écrit ça. Il m'exige un mot de passe long. OK. Je me dis, il n'est pas obligé de changer les mots de passe. OK. Il me demande le PIN pour le voicemail. Donc, lorsqu'il reçoit de messages vocaux, je te prends 107 dans mon standard. OK, regardez. Josué, je t'ai créé une extension ici. C'est payant, tu vas payer juste à la fin. Avec mon système de téléphone que j'ai ici, il me suffit d'envoyer un email à Josué. OK? S'il clique à ce email-là, automatiquement, ça va installer dans son smartphone le client pour mon système de messagerie et il peut appeler dans mon système de téléphonie. Tout ce qui va me rester, c'est d'ajouter, si je vais dans le serveur ici, il est ici, VoIP Provider. Le VoIP Provider, c'est le fournisseur de téléphonie. Je peux aller négocier avec, je ne sais pas, Kinsey, Airtel, les autres téléphons. C'est eux qui vont me donner les numéros de téléphone qui vont router mes appels pour l'extérieur. Et automatiquement, la téléphonie est configurée. Maintenant, qu'est-ce que les techniciens de support font? Ils installent des serveurs comme ça pour chaque client et ils donnent accès aux clients. Et ça, c'est un système de téléphonie. Ici, les options de IVR. Vous allez voir, il y a des systèmes de téléphonie. Quand vous téléphonez, il vous dit
OK, si tu veux parler avec l'opérateur, appuie sur le 0. Si tu veux le help desk, appuie sur le 2. Si tu veux parler avec le marketing, appuie sur le 3. C'est ici que je crée ça. Dans des simples clics, je le crée, il est là. Donc, ce système de téléphonie, il est aujourd'hui parmi les plus utilisés dans les petites et moyennes entreprises. Il est simple à déployer et j'ai vu beaucoup de techniciens de support se transformer juste à ça et gagner leur vie bien avec ça. Il met des machines virtuelles, il offre des services aux clients. Les clients ont juste des téléphones fixes qui vont se configurer depuis Internet parce que dès que je mets une adresse IP publique dans mon réseau ici, dans ton entreprise là-bas, le téléphone fixe, tu as seulement besoin de mettre l'adresse IP publique, automatiquement tu es enregistré. Et quand je viens ici sur le Digium Phone, je veux voir ton téléphone ici, enregistré, téléphone physique ou encore soft phone, ton smartphone. Tu seras là. Et maintenant, lorsque je me connecte, moi, en tant qu'utilisateur, j'aurai cette interface ici. Il va me montrer qui sont dans les appels, il va me montrer qui sont dans la téléphonie. Et l'autre avantage de ce système, c'est quoi? Beaucoup d'entreprises, je sais qu'au Congo, je me souviens, quand je travaillais encore à l'époque, on avait un système de liste de présence. On avait un système de liste de, quand tu arrives le matin, il y avait une liste qui circule, vous signez, pour se rassurer que tout le monde est au travail. À 10h, 11h, ça passe encore brusquement, vous signez. Alors, les gens avaient un système où, quand il n'est pas au travail, il disparaît. Tout le monde connaissait la signature de tout le monde va signer pour tout le monde. Il suffit de donner un petit rien à l'agent qui fait circuler les papiers. Et d'autres entreprises mettent des systèmes de clocking, c'est-à-dire il y a un système, à l'entrée, tu viens, tu scannes ton badge, tu mets ton numéro, tu mets ta main. Mais ces systèmes de téléphonie, avec les outils de travail à la maison ou au bureau, ils résolvent ces problèmes. Dans quel sens? Les gens créent juste un groupe, parce que je n'ai pas le temps de les créer ici pour vous les montrer, un groupe où, dès que tu veux commencer le travail, tu dois te loguer ici. Dès que tu te logs, on sait savoir à quelle heure tu t'es connecté. Quand tu vas en pause, tu mets pause et autres. Et à la fin de la journée, on sait revoir. Regardez ici, il y a une option sur le... C'est truc ma bête. Reporting, call log. Il va montrer pour chaque client, chaque employé de l'entreprise, combien d'appels il a reçu, qui lui a appelé, quand on lui a appelé, il a été connecté pendant combien de temps, et ainsi de suite. On a les rapports de savoir qui était connecté, qui n'était pas connecté. Il vous fait tout cela. Alors, ça, c'est juste un exemple d'un outil que quelqu'un maîtrise, il déploie, il offre les services aux autres. Lorsqu'ils ont des pannes, lui, il fait le support. Et lorsque toi-même, un technicien de support, comme j'ai dit, le technicien de support a pour rôle remonter la panne aux ingénieurs supérieurs. Lorsque j'offre ces services aux clients, je travaille, ils ont une panne, je n'arrive pas à fixer. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, dans serveur, OK? Technical support. Quand je clique là, si mon système est enregistré, il suffit que je clique ici. J'active les techniciens de support, je les appelle au téléphone. Ici, il y a une option VPN. Dès que je vais cliquer Connect, ils auront accès à mon serveur et ils vont résoudre les problèmes pour moi. Donc, c'est pour dire que toute panne a toujours été résolue. En tant que technicien de support, tu ne peux avoir peur de rien. C'est quoi l'avenir? Orientez-vous vers les applications métiers, les outils, les systèmes métiers. Apprenez comment les déployer et devenez les gens qui font le support de ces applications-là. Alors, je sais que le temps est très avancé. Je vais prendre quelques questions s'il y en a. Et s'il y aura plusieurs autres questions, vous pourrez toujours envoyer à Josué, il va m'envoyer, ou encore, bon, je mets toujours mon numéro, là c'est mon numéro WhatsApp et mon email. Vous pouvez poser, je vais toujours répondre. Ça peut prendre le temps, mais je vais répondre sans problème. Alors, Josué, on peut prendre combien de questions? On a trop débordé.
Bon, merci beaucoup, ingénieur Bethany, pour cet exposé sur le support informatique. Je pense que, comme moi, plusieurs participants ont été, en tout cas, à en profiter pour avoir d'autres connaissances et l'avenir du métier. Alors, le temps file, nous prenons quelques questions. On est à l'étape de questions-réponses. Vous avez une question, vous pouvez la poser en levant la main ou en vous désignant. Donc, vous pouvez poser votre question. Je m'en vais commencer le premier avant que les autres posent leurs questions. Ingénieur Bethany, je voudrais savoir, vous avez parlé des procédures, OK? Des procédures par rapport pour être un bon support. Alors, vous pouvez nous décrire quelques procédures dans le métier? Procédure de dépannage ou j'aimerais vous éclaircir un peu. Le procédure de dépannage qui est juste sur l'écran maintenant ou tu veux me demander qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir technicien de support? Non, c'est bien ça, la procédure de dépannage. Est-ce que ça dépend d'une entreprise à une autre parce qu'on doit le reconnaître que chaque entreprise a sa manière de faire les choses ou c'est un standard? OK. C'est un standard. Chaque ingénieur ou entreprise peut aussi avoir sa manière de faire, mais quelle que soit la manière de l'entreprise, tout va s'orienter vers ces choses. Parce que si tu regardes même cette procédure, même le médecin, lorsque tu viens, tu dis que tu es malade, tu as la fièvre, il voit que tu es malade, mais il cherche à savoir, à identifier les problèmes. Et comment ils les font? Ils te posent des questions sur base d'une théorie des probables causes de ta fièvre. Tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. C'est un peu standard sur toutes les troubleshooting. Alors, c'est une chose, quelqu'un qui est né ingénieur, il a déjà ça dans sa tête. Il est fait de façon ponctuelle, il est fait sans problème. Quelqu'un qui est né ingénieur. Mais d'autres, tu as juste besoin de compléter ces informations afin de t'adapter. Mais aussi, il y a de fabricants. Vous allez voir, par exemple, Comptia a ces mêmes standards qu'il utilise. Il y a Cisco a un standard pareil qu'il a juste un peu modifié. Chaque fabricant aussi va vous proposer un standard qui est un peu modifié. Mais en gros, vous devez être en mesure d'identifier les problèmes, ressortir les causes probables, appliquer les théories des causes probables. Quand vous résolvez les problèmes, vous devez tester. Parce qu'un bon ingénieur fait quoi? L'utilisateur te dit, oh non, j'avais telle panne, je n'arrive pas à faire ceci ou cela. Tu fais beaucoup de manipulations de la machine, tu dois savoir qu'en résolvant un problème, tu peux toujours créer un autre. Voilà pourquoi l'étape 5 vient. Lorsque tu as résolu les problèmes, tu dois lui demander de tout tester. N'avez-vous jamais vu, tu amènes ta voiture chez un mécanicien, ta voiture avait un problème, il résout les problèmes que tu avais, mais il a créé un autre. L'autre qui était de toucher. Voilà pourquoi on passe par l'étape 5 où on vérifie le fonctionnement. Et l'étape 6, on doit documenter les étapes. Pourquoi documenter? Pour que le temps que toi, tu as perdu à résoudre, tu ne les perdes plus demain ou encore que quelqu'un d'autre ne perde plus le même temps. Okay. Donc, voilà Merci un peu. beaucoup pour D'accord. cette Je vis, il y a précision. Michel Mwamba Oui. qui a aussi levé sa main. D'accord. Michel, vous pouvez aller avec votre question. Michel, je ne vous crois êtes pas qu'on là? vous entende. OK. Si Bon, Michel en ne peut pas se attendant, connecter, on prend Benjamin Kojo. d'accord. Oui, je vais là. Vous me suivez? Oui, ça parle un peu, un peu trop bas, mais on te suit quand même. Allez-y. Allô? Alors, on t'écoute. Vous pouvez aller poser votre question. Il C'est doit y avoir un dû problème à la de mauvaise connexion. qualité hein, de mon data ici.
En tout cas, merci beaucoup pour cet exposé. Je me suis retrouvé vraiment dans mon bain. En fait, je vais lire l'exposé en intégralité. Si vous pouvez nous aider avec l'enregistrement, les récols là, comme ça on pourra suivre ça à temps et s'il y aura d'autres questions, on pourra revenir euh, au groupe Jovan ou carrément reporter la chose à Benita. OK, il n'y a pas de problème. Je crois que Jovan va disponibiliser l'enregistrement pour vous. On peut prendre merci à Selemani. Heureux de te voir là. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Désolé, je suis un peu en route et que ça ne vous dérange pas. En fait, ingénieur, moi, ma question elle est celle-ci. Connaissant un peu l'environnement au Congo, comme vous l'avez mentionné pendant votre exposé, et que certaines entreprises, même dans la majorité, au fait, n'ont pas un standard de résolution de problèmes et tout ça. Mais est-ce que, par exemple, pour ramener cette culture-là de standardisation, ne faudra-t-il pas recommander à certains techniciens de support, par exemple, de passer le POC Tiaoul ou le ITIL? Parce que je sais que ces deux certifications, par exemple, définissent certains standards, au fait. Est-ce que ça ne sera pas important de proposer ça aux techniciens, comme ça, ils savent exactement comment s'y prendre partant d'un standard? Merci. OK, merci beaucoup pour ta question, merci. Et je sens que tu as l'aspect entrepreneurial. OK, voilà. Je ne sais pas, Josué, tu peux nous aider à muter les gens qui sont... OK, merci. Alors, merci, je disais, voilà les problèmes. Vous savez, comme je vis, on voit souvent les gens dans d'autres pays devenir riches, se retrouver. Nous, notre mentalité, c'est de penser que je me retrouve ou je deviens riche en faisant des choses difficiles ou compliquées. Non, on se retrouve en résolvant des problèmes. Tu vois ce que tu veux de dire là, merci. Tu peux juste écrire un standard type, OK? Un standard type. D'autres entreprises appellent ça charte de l'informatique. Tu écris un standard type. Et tu te dis que moi, mon travail devient celui de proposer cette rédaction de l'entreprise. Tu viens, tu cherches des contacts en entreprise où tu discutes avec les décideurs. Tu leur montres le danger de ne pas avoir un standard et tu leur montres les avantages qu'il y a à en avoir. Je te donne un exemple. Je travaille dans une entreprise, on n'avait aucune procédure. Lorsqu'on nous a recrutés, il y avait, on était à peu près 7 techniciens de support. Il y avait un téléphone que les gens appelaient pour submettre les tickets. La première des choses qu'on nous engage, un ingénieur dont j'étais le nom commence par couper les câbles du téléphone pour dire que désormais, vous n'appelez plus pour submettre les tickets. Alors, les gens devaient venir eux-mêmes au bureau submettre les tickets. Tu avais dit à quel ingénieur? Oh, à celui-là. Oh, c'était pas moi, c'était pas moi. Ça fait que les gens avaient des pannes qui n'étaient pas suivies. Moi, je crois, tu as un standard. Tu pars dans une entreprise qui se respecte. Tu leur dis, écoutez, voici ce que moi je vous propose. Je peux vous aider à standardiser ces documents par rapport aux valeurs de votre entreprise et que tout le système IT va suivre. Tu vas te retrouver que tu commences à vivre juste en proposant des standards. Nous, on pense que c'est seulement en faisant des configurations Cisco compliquées qu'on va se retrouver. Pourtant, on peut se retrouver autrement. Et encore, je le répète, on se retrouve lorsqu'on résout les problèmes que les gens ont. Tu dis au décideur, tu ouvres un ticket. Et en passant à la montagne, en haut du marais, un bord de là, il reste une trop en sommet. Une fois l'œil placé en haut, il monte dans la vers Shangri-La. Ne me dites pas tout ce que je disais, ne m'écoutez pas. C'est vrai, Josué.
Non, ça va, ça va. Les dernières Maintenant, vous phrases, m'écoutez. bon. OK, alors je m'excuse. J'étais en train de dire, vous n'avez pas suivi jusqu'où tout ce que je dis. Non, ça va. On a attendu, juste les dernières phrases, on a attendu une grande partie. OK, donc en termes simples, je suis en train de dire que on ne se retrouve pas seulement en faisant des choses très compliquées. Donc, ingénieur Mercia, tu peux te faire spécialiste en proposant, si tu sais bien rédiger les textes, tu peux commencer à proposer des marchés en termes de standardiser les chartes. Je ne vois aucun décideur, tu viens devant lui, tu lui montres un standard, tu lui dis voici les avantages qu'il y a à faire avec ça. Je ne le vois pas, ne pas te proposer de faire quelque chose comme ça. Et si tu le fais, tu vas gagner maintenant des marchés pour déployer les systèmes de gestion des tickets, systèmes de connexion à distance et autres. Tout le monde sera content, et toi et l'entreprise. OK. Josué, on peut prendre une ou deux dernières questions. Les autres peuvent toujours envoyer, on va les répondre. D'accord, on prend l'avant-dernière question. Bon, la personne ne pose pas la question, c'est vraiment un problème de connexion. Moi, la question que j'allais... voilà, il est là. Oui, VTX, si vous pouvez aller. Yeah, Bonsoir, alors, VTX, on je vous m'appelle. écoute. Bonjour, j'appelle depuis les États-Unis. Moi, je m'appelle Isaac. Je voulais juste poser une question au professeur, disons, à l'ingénieur Bétani. Juste pour l'audience, qu'est-ce que vous recommanderez comme conseil aux étudiants surtout qui viennent de finir leurs études, voudraient se lancer dans le monde informatique et puis qui se disent, voilà, je peux commencer comme ingénieur support. Ce serait quoi comme conseil que vous aurez pour des gens pareils? OK, merci. C'est quoi ton last name? Isaac Kabi. Ah, Isaac Abi, c'est toi. Toi, là, je te cherche. On va s'appeler Yeah, juste c'est moi. après ici. OK. Bon, je sais, toi, tu me poses cette question pour déranger les gens parce que toi-même, tu as fait face à beaucoup de réalités, tu comprends beaucoup de choses. Mais en termes simples, ce que moi, j'aimerais dire aux étudiants, comme tu dis, qui veulent se lancer, il y a beaucoup de choses. OK? Je suis moi-même enseignant à l'université, je comprends, je sais, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses et de vérités qu'on doit se dire dans ces histoires. Parce que, comme je disais au début, ce n'est pas l'école qui fait de toi un ingénieur. Tu es d'abord ingénieur par rapport à ta façon de réfléchir, de faire et de voir. Tu vas à l'école juste pour avancer. Moi, personnellement, je suis passé par plusieurs boîtes IT aux États-Unis ici. Tous les grands informaticiens que j'ai rencontrés, les grands diplômes qu'ils ont dans leur vie, c'est les diplômes d'État. Ils n'ont pas pris autre chose. Il a son diplôme d'État, il fait une formation 6 mois en Haïti, il commence sa carrière, il se forme, grand ingénieur. Pourquoi? Parce que ce sont des gens juste qui ont compris qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Le conseil à donner, comme tu le poses, Isaac, aux étudiants, il y en a plusieurs. Premièrement, ne pas faire des études juste parce que tu te dis que c'est tel ou tel domaine qui paye. C'est l'erreur qu'on commet au Congo. Je vis ici en Amérique. Lorsque tu veux commencer une étude, il y a des conseillers pédagogiques. Et avant ça, il y a un test de personnalité que tu fais. Ces tests-là, quand tu les fais, à la fin, il te dit que toi, avec ton profil, hein, tu es bon pour être chimiste, tu es bon pour être avocat, tu es bon pour être ceci. Pourquoi? Parce que tu es d'abord quelque chose. Mais quand tu vas à l'école, c'est l'école qui va maintenant révéler cela. Mais nous, on a des gens qui seraient des bons avocats, mais qui se retrouvent en train de faire des études d'ingénieur juste parce qu'il s'est dit que c'est les IT qui payent. Donc, ça, c'est la première erreur qu'on commet. Mais deuxièmement, même si on a déjà passé par l'école, on a un diplôme en informatique et autres, je crois il faut suivre la cadence et commencer à l'existant. Je disais aux gens dans les séminaires passés que j'ai eu à faire, aujourd'hui, par exemple, je vis des personnes, il s'est dit, bon, il a fini ses études, il veut commencer en informatique, il s'est dit, bon, moi, je vais directement commencer avec le cloud. Il fait une formation de Amazon AWS. Et dans 6 mois,
il se retrouve en train de gagner beaucoup d'argent que toi, qui as commencé l'informatique il y a 20 ans. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris comment suivre. Alors, je conseillerais à ces gens qui ont fini, regardez c'est quoi l'avenir de la science, commencez là. Le mal avec nous aussi, parfois, on aime à commencer. Je vois souvent des gens, oh, je suis inventaire, je vais commencer à créer des télévisions. Et tu veux commencer par faire comment créer une télévision noir et blanc. Non, commence à l'existant et puis tu avances. Tu vois, Kaby? Je crois que si Dieu permet qu'on aura le temps un jour, on pourra peut-être avoir des ateliers pour discuter sur même les systèmes en question d'enseignement. Mais il y a beaucoup de choses en cela. La preuve en est que toi-même, tu es chef d'entreprise, tu bouffes l'argent d'Haïti et tu ne veux même pas aller à l'école. Et tu n'as pas tort, tu as raison. Qu'est-ce que tu vas l'apprendre à l'école? Okay, Josué, on peut prendre une dernière question. Merci beaucoup, ingénieur Beteli. Je pense que ça, vous vous avez coupez la répondu. parole. Une autre question, la sous-question à ma question, ce serait, je pense que vous avez parlé de Monsieur Isaac, essayez d'être un peu plus concis, bref, parce qu'il y en a d'autres. Allez-y. Allez-y rapidement, Isaac. Yeah, je voulais dire, vous avez parlé de l'importance du travail en équipe. Je voulais un peu mettre l'accent sur ça. Quelle est l'importance du travail en équipe dans ces métiers d'IT selon vous? L'importance du travail en équipe dans ces métiers d'IT, premièrement, il y a, tu résous rapidement les problèmes parce que tout problème auquel tu feras face, dis-toi que tu n'es pas le premier à les rencontrer. Avant vous, il y a quelqu'un qui l'a rencontré. Et dans un contexte d'entreprise, écoutez, en tant qu'ingénieur, on commettra toujours des erreurs. Et si tu sais travailler en équipe avec les autres, l'avantage est que même si tu commets une erreur, tu peux toujours avoir un collègue qui va faire les backups. Ne vous en faites pas, même chez le médecin. Beaucoup de gens meurent dans les hôpitaux à cause des erreurs des médecins, mais jamais ils ne le diront dehors parce qu'ils sont en train de travailler en équipe. Ils ont cette mentalité-là. Dans le travail en équipe, lorsque vous êtes en tant que dans une même compagnie, un même département, l'avantage c'est celui-là. Il vous permet à vous d'apprendre auprès des autres et il permet que vous tous puissiez atteindre les mêmes objectifs d'entreprise. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, comme c'est le cas avec toi, travailler en équipe avec les autres, toi tu es, moi je suis ici à Dallas, toi tu es dans la ville où tu es, si tu gagnes un marché ici et que tu as l'esprit de travail en équipe, tu peux te dire, bon, ingénieur Bétail, moi je ne sais pas venir là-bas, est-ce qu'on peut faire ce marché ensemble? Toi tu es sur place, tu seras mes mains, on travaille ensemble et puis on partage les paix et chèques ensemble, tu vois? C'est ça l'avantage du travail en équipe. Mais je sais que le travail en équipe, c'est un problème très sérieux, disons-nous la vérité. Pour souvent, nous, le Congolais, souffrent que je parle comme ça, pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'on s'est dit, j'aime que tout soit autour de moi. Les maestros, c'est moi. Tout est autour de moi. Je garde la connaissance. OK? Je ne veux pas apprendre, je ne veux pas partager. Donc, ça, c'est aussi un des grands problèmes. D'accord, merci beaucoup. J'avais vu une dernière main là. Michel, tu es là? Michel, tu peux y aller? Bah, je suis Traîneau, je pose la dernière question pour dire, c'est bien, vous avez parlé de l'application métier, QuickBooks sur les autres, et également parlons du contexte local par rapport aux applications métiers. On sait qu'il y a Office 365 et d'autres applications que les entreprises utilisent, mais il y a également un sérieux problème, je pense que vous l'avez évoqué, le système d'éducation, les techniciens de support que nos universités forment pour faire les bons supports justement. Parce qu'aujourd'hui, on doit se le dire, toute l'informatique est en train de migrer vers le cloud et ce qui fait même changer la manière de faire le métier, que ce soit le support, que ce soit l'administration système ou l'administration réseau. Mais on ne trouve pas de update au niveau du système d'éducation nationale ou de nos universités. Bien sûr, l'ingénieur lui-même devra faire sa formation et se mettre à jour, mais on ne doit pas oublier les taux de transformation numérique de nos entreprises locales. Ce n'est pas toutes les entreprises
qui sont migrés déjà vers le numérique pour ne pas aller directement vers le cloud. Dans ce cas, dans le support informatique, on devra s'adapter à quel niveau? Rester par rapport au contexte local ou prendre de l'avance? OK, merci. Moi j'ai toujours cru qu'on n'est pas obligé de faire les choses de la même manière. Je donne un exemple. Ici, en Amérique, on fait les transferts d'argent, on utilise des wire transfers, c'est-à-dire de banque en banque, de façon filaire. Aujourd'hui, il y a des applications comme Zelle, où depuis mon compte bancaire, je peux envoyer à quelqu'un, ou encore au Cash App que les gens utilisent. OK? Au Congo, ce qui est très utilisé, c'est le mobile banking, qui est vraiment en vogue en Afrique d'ailleurs. Je ne dirais pas au Congo, en Afrique. Ici, ce n'est presque pas utilisé. Et moi, j'aime des initiatives comme ça. C'est un contexte, une réalité propre à nous, Africains, que les gens ont amené sur le plan technologique. Et d'ailleurs, je me souviens quand Zuckerberg était allé, si je ne me trompe pas, à Kenya à un moment, c'est parce que le Kenya était parmi les pays qui ont propulsé le mobile banking. Alors, écoutez, parfois on dit connexion Internet, on dit cloud. Non, le problème est qu'on est trop dans les contextes universitaires. Je termine les études et après, je vais chercher à suivre ce que les gens font. Non, on doit s'adapter à nos réalités et le faire. Même quand je parlais d'applications métiers, tu ne peux pas seulement attendre que les applications métiers soient tout ce que vous connaissez en ligne. Non, on a des développeurs au Congo. D'ailleurs, je travaille comme ça avec certains développeurs. Tu peux te dire, OK, moi je suis support, vous développeurs là, venez ici. Je donne juste un exemple simple. OK, on a un problème avec les écoles de la place. On aimerait, par exemple, qu'il y ait une application. Bon, les écoles, c'est très difficile. Les hôpitaux, on aimerait qu'il y ait une application au niveau de Kinshasa où qui va commencer à gérer les informations des hôpitaux et les hôpitaux sont interconnectés. OK? Les hôpitaux sont interconnectés et autres. Alors, je sais qu'il y a un problème de connexion. Qu'est-ce que je fais? On va chercher à créer une boucle au niveau de la ville de Kinshasa sur WiMAX ou d'autres technologies où chaque hôpital peut se connecter, rentrer dans ces réseaux-là et communiquer. Moi, ingénieur, je vais le faire. Deuxièmement, vous développez l'application qui va permettre de faire ce fonctionnement-là. Je crois que c'est un contexte propre à nous, une application développée sur place, aussi longtemps que ça résout un problème réel, c'est là qu'on se retrouve. Vous voyez, les applications que les gens font dans d'autres pays, ils les font sur base des réalités de chez eux. On a nos réalités à nous. Voilà pourquoi je dis, je parlais bien d'ingénieur. L'ingénieur, c'est celui qui se pose des questions, comment, pourquoi. Il voit les réalités et il apporte des solutions à ces problèmes. Même la solution que je vous ai montrée sur les PBX ici, tu peux les déployer sans passer par Internet. Fais une couverture locale au niveau de la ville, tu interconnectes des entreprises sans passer par Internet, ils vont communiquer sans problème sur place. Ce sont des réalités propres à nous et les antennes faisceaux, je vis, ça ne coûte pas grand-chose. Vous voyez? Donc, notre problème, c'est celui-là. On suit la logique de l'université qui nous forme seulement pour travailler pour les autres, ce qui n'est pas mauvais, mais ça n'aide pas d'un côté. Mais de l'autre côté, notre logique, c'est de ne pas créer des choses. Tout le monde veut aller dans une entreprise. C'est bien, mais ça ne t'empêche pas aussi de déployer et de créer. En tout cas, merci beaucoup, ingénieur Bethany. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre Talk Tech. Je ne peux que dire merci à tous les participants qui nous ont rejoints à ces talks. Comme je l'ai dit au début, c'est un programme initié par Jovan Group, qui est une entreprise de prestation de services informatiques. Notre mission, c'est également inculquer la culture numérique à la communauté, non seulement tech, mais à la grande communauté, de pouvoir s'approprier de la technologie comme un outil qui peut faciliter la vie. Donc, nous allons nous revoir dans 2 semaines, parce que c'est chaque 2 semaines que nous organisons les talks. Probablement, on aura toujours ingénieur Bethany pour parler de l'administration système et l'administration réseau dans une autre thématique. Vous serez bien sûr notifié avec
le même point de communication. Vous avez eu l'information de ce talk. Nous ne pouvons que vous dire merci. Avec plaisir de vous retrouver très bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez toujours continuer à poser vos questions à commentaires, pas seulement sur Zoom, sur notre page Facebook Jovan Group, qui diffuse également en direct cette réunion Zoom. Et notre intervenant du jour se fera plaisir de toujours vous répondre et on peut continuer toujours le débat. Merci à vous et bon week-end. Alors,